Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Vous l'avez reconnu, Francis Bouygues, fondateur du groupe éponyme, géant du bâtiment et travaux publics. En 1969, il expliquait pourquoi il appréciait les travailleurs immigrés. Le désir de travailler si complémentaire des besoins de l'industrie française. L'immigration économique ne cesse de défrayer la chronique et de susciter des polémiques partisanes. Les immigrés ont-ils été une composante de la croissance ou un facteur de crise pour l'économie française ? Alors qu'une nouvelle loi est discutée au Parlement et que les migrants continuent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie, revenir sur l'immigration économique est l'occasion de réfléchir sans tabou ni préjugés sur la politique migratoire et son devenir depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'y plonger, regard sur la bataille qui se joue en ce moment autour de la loi Asile et Migration voulue par le gouvernement, un sujet de Samia Dechir. Contre le projet de loi Asile et Immigration, des sénateurs de gauche ont mêlé leur voix à celle des associations ce matin. À commencer par le groupe communiste, totalement opposé au texte arrivé aujourd'hui au Sénat. C'est un texte qui, pour nous, fait honte à la République. Pour la première fois, on mêle asile et immigration dans un texte de loi. On met à bas la devise de la République française qui est liberté, égalité, fraternité. Une nouvelle loi donc qui fait grincer des dents à gauche mais à droite aussi, on va y revenir. Mais avant, je voudrais vous présenter mes deux invités. D'abord un grand témoin, Azouz Begag. Vous êtes économiste, c'est très important pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis aussi, les téléspectateurs vous connaissent puisque vous avez été ministre délégué à l'intégration et à l'égalité des chances entre 2005 et 2007 dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Et vous avez publié de nombreux livres. On a retenu le dernier, Mémoire au soleil, un roman qui est paru aux éditions du Seuil. Et puis avec vous, une historienne, Caroline Douky. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 8 et vous avez été une des prestigieuses membres de l'école française de Rome. Et vous avez publié avec Marie-Claude Blanchet-Aléard, Anne Dulphy et Marianne Matar-Bolucci, d'Italie et d'ailleurs, un livre qui était un hommage à Pierre Milza et qui revenait notamment sur les différentes générations d'immigrés. Azouz Begag, encore une loi sur les réfugiés et l'immigration. C'est le moyen d'éviter de parler justement d'immigration économique ? La loi me fait penser à la création d'un ministère de l'identité nationale française et l'immigration. Vous vous en souvenez ? C'était le ministère de Brice Hortefeux. À chaque fois qu'on veut opposer l'identité française à l'immigration ou l'asile à l'immigration, c'est qu'il y a une échéance politique prochaine qui arrive. Et on voit très bien, là, avec ce nouveau projet, eh bien, que l'actuel gouvernement prépare l'élection prochaine, c'est-à-dire l'élection européenne et ensuite les élections municipales. L'immigration économique, c'est vraiment la pomme de discorde entre la gauche et la droite ? Non, plus maintenant. L'immigration économique, elle était effectivement, dans les années 40-50, économique. Nos pères sont venus ici parce qu'ils avaient besoin de travailler et de construire un avenir pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est plus économique, on le sait très bien. L'enjeu d'immigration, c'est un enjeu politique et un enjeu identitaire. On en a fait un commerce incroyablement efficace et rude pour cette France qui a construit son prestige au XVIIIe siècle sur le thème de l'accueil, sur le thème des libertés individuelles. Et des centaines de milliers de migrants du monde entier sont venus dans ce pays parce que c'était ça, la France. Vous voyez comme ça a changé aujourd'hui. Caroline Douky, en une phrase, l'immigration économique, dans l'ensemble, elle a été vue comme une chance ou un problème ? Cela dépend des périodes. Et si je puis faire une deuxième phrase, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la confrontation entre l'archive où nous voyons l'entrepreneur Bouygues, et puis le reportage sur la période d'aujourd'hui. En 1969, la question de l'immigration économique est traitée par un acteur économique,
de manière peu politisée. On va y revenir dans l'émission. De manière peu politisée. Ouais. C'est le paternalisme patronal d'un entrepreneur qui a besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, Azouz Begag l'a dit, on est à un moment de politisation incandescente de la question des exilés, de l'asile et de la question de l'immigration. Je vous propose justement, pour revenir au peut-être point de départ de ce débat, au moment de la reconstruction, en 1946, regardez comment les actualités françaises traitent l'arrivée des premiers immigrés italiens, clandestins mais pas tous. Par les sentiers de la montagne enneigée, ils étaient nombreux, les Italiens qui abandonnaient leur pays pour chercher en France à la fois du travail et le pain de chaque jour. Parallèlement à l'immigration organisée, les clandestins se présentaient à la frontière en si grand nombre qu'un centre d'accueil avait dû être créé à Montmélian. Là, l'immigrant trouvait pour le préserver des louches combinaisons d'embauche, un office qui se chargeait de répartir les travailleurs. Heureuse initiative qui assurait à l'immigrant comme à son employeur une plus exacte sécurité. C'est étonnant, Caroline Douky, c'est tous les thèmes actuels. La clandestinité, le difficile passage des Alpes, on l'a oublié. Est-ce qu'au fond, on a affaire à quelque chose qui est un peu toujours présenté de la même manière ? Alors justement là, ça n'est pas présenté de la même manière que ça l'est aujourd'hui. On est sur une frontière névralgique entre l'Italie et la France, qui a toujours été une frontière de passage depuis l'Antiquité, et de passage des migrants. Là, ce qu'on voit qui est très intéressant, c'est comment la France, qui a un besoin de main-d'œuvre immigrée pour assurer la reconstruction du pays, se trouve en face d'une question qui est compliquée, c'est-à-dire qu'elle a organisé le recrutement, l'acheminement officiellement de travailleurs italiens qui sont attirés vers les entreprises françaises, attirés vers l'économie française. Ouais, on l'a entendu dans le et sujet, ils sont vus vraiment comme un facteur très important de la reconstruction, puis ce sera de la croissance. Mais pourquoi il y a des clandestins ? Alors pourquoi il y a des clandestins ? Bien parce que, en fait, le phénomène de l'immigration ne peut pas être administré et piloté de manière rationnelle avec une répartition concertée par les autorités publiques de la main-d'œuvre sur le marché du travail français. Ces migrants italiens, bien souvent, ont depuis 1, 2, 3 générations de la famille qui déjà travaillent en France. Donc eux, ils ne veulent pas forcément aller à tel endroit, dans telle région, dans telle entreprise. Ils veulent rejoindre la région où se trouve leur famille et où ils savent qu'il y a du travail. Donc les flux sont mixtes. D'accord. À la fois officiel et clandestin. Mais alors, Azouz Begag, là on a vu, ce sont des Italiens, des Européens. Les Maghrébins vont arriver un peu plus tard ? On va les chercher, les entreprises vont les chercher. Dans le film de Yamina Benguigui, La mémoire d'immigrés, on voit très bien, c'est des images incroyables où des chefs d'entreprise vont recruter au Maghreb des gens, comme on recrute des animaux. Comme on recrute des animaux, ils leur touchent les mains, ils regardent les dents, ils regardent l'état de santé général. Et ils vont chercher là-bas la main-d'œuvre nécessaire. Il y avait des visites médicales obligatoires, en fait. Oui, outre cela, c'est comment on pourrait faire une analyse sur des chevaux ou des bœufs. Et en fait, effectivement, on va chercher des bras. On va chercher des bras. J'ai toujours pensé que si nos parents n'étaient pas venus physiquement en France à cette époque, dans les années 45-49, mais avaient envoyé seulement leurs bras, ça aurait fait l'affaire, vous voyez. On n'avait pas besoin du reste. On va retrouver Francis Bouygues en 1969, un petit peu plus longuement, qui nous explique pourquoi il aime les travailleurs immigrés. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant. Oui, il a raison, il n'y a rien à dire. Nos parents ne sont pas venus ici pour toujours, ils sont venus pour une période transitoire. Gagner de l'argent, acheter une Mercedes 280 SE et retourner au bled dans la maison qu'ils construiront plus tard avec l'argent gagné ici. C'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. C'est très différent de ce qui s'est passé, puisqu'au fond, après, il y a eu 2 et 3 générations qui sont restées ici. Après, donc la vision qu'il avait était fausse.
Non, elle n'était pas fausse parce que nos parents ont transporté, ont véhiculé avec eux cette vision d'un séjour temporaire. C'est pour ça qu'ils sont restés 60 ans, 70 ans en France sans apprendre la langue française. Parce qu'ils ont nourri chaque jour le mythe du retour au pays. Et ils ne jugeaient pas nécessaire dans ce cas d'apprendre une langue qui ne serait pas la leur. Et nous, on est nés là. On est restés et on a enraciné définitivement ces vieux qui ne partiront jamais dans leur maison du retour. Mais alors du coup, Caroline Douky, ils étaient bien ou mal intégrés, ces travailleurs immigrés ? Ça dépend, c'était selon. Sur la déclaration de Francis Bouygues. Voilà, oui. sur la déclaration de Francis Bouygues. Elle est très intéressante parce que il commence par un paternalisme patronal très de bon aloi. Hein. Il dit qu'ils ont toute sa sympathie. Et puis ensuite, quand même, il décrit les travailleurs immigrés comme des facteurs de production. Des facteurs de production qui doivent être là. C'est sa vision idéale. Ils doivent être là temporairement, ils travaillent, il y aurait un système gagnant-gagnant, ils travaillent, ils épargnent, ils retournent, ils sont contents. Sauf que l'immigration, c'est une question de production économique, mais c'est aussi un phénomène social. Et donc ça ne se passe pas forcément comme le patron le souhaitait, ou comme les migrants aussi le souhaitaient en désirant revenir, en fait. Ensuite, il y a des enfants, des familles qui se créent, qui s'installent, qui s'intègrent petit à petit en plusieurs générations. Et puis aussi, si ça ne s'est pas passé comme dans la vision idéale qui est présentée dans l'archive, c'est que là, on est en 69 et 73, 74, crise économique. Et la crise économique change tout, change la donne. Vous m'y amenez, voilà. mais on va y revenir. Mais justement, vous m'amenez à 73, l'année suivante. On va regarder en 73, justement, une personnalité assez connue, vous allez la reconnaître, qui déjà critique l'immigration, et vous allez reconnaître évidemment Jean-Marie Le Pen. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent les frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Alors, le Front National avait été créé juste l'année d'avant, en 1972. Donc là, en 1973, Jean-Marie Le Pen semble traduire. Alors, c'était ma question, Caroline Douky. Est-ce qu'il traduit une opinion qui est majoritaire ou est-ce qu'au contraire, c'est très minoritaire à cette époque ? En 1973, il traduit une opinion qui est en train de croître, de se développer dans la société française, mais qui est aussi en train de se développer du fait de ces discours-là, du discours du Front National, qui, au lieu de présenter l'immigration comme un enjeu économique, comme une question sociale aussi, est en train de le présenter, de l'instrumenter en politique, et de présenter ça de manière très simplificatrice. Mais vous dites que c'est en croissance. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est ce mouvement d'opinion ou est-ce que c'est la crise économique qui explique les mesures restrictives qui vont être prises en 1974 En 1974, il y a une fermeture. Oui, c'est une conjonction. Il y a une conjonction des deux phénomènes qui s'étaient l'un l'autre. C'est-à-dire, en fait, on sait désormais, parce que les archives de l'État français ont été ouvertes, qu'à partir de 1968, il y a dans l'administration une volonté de restreindre l'immigration et en fait, la crise est en conjonction avec un mouvement dans l'opinion. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est majoritaire ou minoritaire, il est en croissance, de rejet des immigrés. Dernière remarque sur cette archive, le vocabulaire de Jean-Marie Le Pen, il ne parle pas de travailleurs, d'immigrés clandestins. Il parle d'immigration sauvage, cette manière d'ensauvager, de politiser la question en ensauvageant des êtres humains est révélatrice du fait qu'on n'est plus du tout dans une analyse objective, mais vraiment dans la volonté d'attiser le rejet de l'opinion. Moi, je crois plus précisément qu'il parle des Algériens. Ouais, voilà. On est en 73, c'est seulement 10 ans que la guerre d'Algérie est terminée. Ce type est un ancien soldat. Hein, mais il y a quand même une polémique. Il parle de la guerre d'Algérie en 73, au moment où le président algérien Boumedienne arrête de manière unilatérale l'immigration algérienne économique vers la France. C'est un moment aussi très important où il y a des agressions, des meurtres d'Algériens dans le sud de la France aussi qui se répètent. Et cette France, lui,
va la braquer contre les Algériens, et en particulier dans le sud de la France. Vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que le Parti communiste est en train de baisser et que le Front National remplace par ce discours... Alors vous dites, santé, vous dites ça, Azouz Begag, mais quand même en 1981, François Mitterrand va prendre des mesures massives de régularisation de ceux qu'on appelle les immigrés clandestins. Donc il y a une partie de l'opinion qui est, j'allais dire, qui continue de jouer l'accueil humanitaire d'une certaine manière. Oui, parce que c'est la tradition française, mais en 1974-75 d'ailleurs, c'est c'est le déclenchement des conflits entre les jeunes et la police, et dans les banlieues lyonnaises en particulier. Parce que malheureusement, nous, en 75, on a 18 ans, on a 20 ans. Alors que voilà, les Français avaient été habitués pendant 20 ans à cette immigration qui était de transit, qui allait repartir chez elle. Tout d'un coup, il y a des centaines de milliers de jeunes dans ces cités, des zones à urbaniser, en priorité les UP, et des jeunes qui ont 18 ans et qui commencent à troubler l'ordre public, qui commencent à être visibles. On était sûr que leurs parents leur partirent, et tout d'un coup, on se retrouve avec tous ces jeunes. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, malheureusement, la fin des 30 Glorieuses, que la visibilité et donc visibilisation politique par Le Pen de ces jeunes issus de cette immigration qu'on voulait dégager est devenue un enjeu politique. Mais alors, juste en une phrase, quand en 86 on décide de transformer le code de la nationalité, pour ces jeunes de banlieue, c'est vécu comme une forme d'injure ? Oui, parce qu'on est né en France. Pourquoi vouloir changer constitutionnellement ou juridiquement ce statut de la nationalité française, et spécifiquement pour nous? Alors on va aborder un autre sujet, qui est un autre thème qui va être extrêmement débattu, et notamment à la fin des années 90, c'est celui du regroupement familial. Alors voici comment un sujet du journal télévisé présente la situation d'une femme dont le mari ne peut pas la rejoindre. Le premier souci de Najat, trouver un travail qui lui rapporte au moins le SMIG. Ici, au centre social de l'Aigle, Najat a décroché un contrat emploi solidarité. 4 heures de ménage par jour, 2800 francs par mois, trop peu pour obtenir un regroupement familial pour son mari, retenu au Maroc depuis 4 ans. Najat et Mohamed se sont mariés à la mairie d'Orange en 1990. Elle avait une carte de séjour de 10 ans. Lui était sans papier. Ils ont 3 fils, tous nés en France. En 1993, Mohamed est rentré au pays voir ses parents. Depuis, toutes ses demandes de visa ont été refusées par la France. Depuis, sa femme et ses enfants attendent. Caroline Douki, le regroupement familial, ça a été un débat énorme. Est-ce que c'était un flux si important que ça d'immigration ? Pourquoi c'est un débat énorme parce que en fait l'immigration économique est terminée à partir de 1974, mais la France est une démocratie et avec une société qui pense aussi aux enjeux humanitaires et sociaux. Et elle est aussi, la France, liée par des conventions internationales. Donc on ne peut pas refuser aux immigrés qui sont déjà en place de vivre en famille. Enfin, c'est le b.a.-ba des droits humains. Donc, en fait, les 2 seules voies qui restent après 1974 d'immigration légale, c'est le regroupement familial. Les gens peuvent faire venir leur famille. Et là-dessus, on ne peut pas déroger, sauf à se mettre au banc des nations civilisées. Et il y a une autre voie d'accès qui est l'asile pour les réfugiés de guerre ou les réfugiés politiques ou les gens qui sont persécutés dans le monde. Et à cela, il y a des conventions internationales auxquelles la France adhère et qu'elle doit respecter. Alors en 1997, il y a une loi qui est adoptée par le gouvernement Jospin pour aider à ces regroupements familiales. J'ai été très surpris de voir que 2 personnalités de droite l'avaient soutenu, Charles Pasqua d'une part, et Alain Juppé, qui dit que l'immigration économique est une chance pour l'Europe. Comment vous situez ces deux réflexions ? Mais je pense que même de droite, il y a une prise en considération des enjeux sociaux, des enjeux humanitaires, et puis aussi il y a la conscience que même en période de crise économique et en période de chômage, il y a des secteurs économiques en France qui ont besoin de main-d'œuvre étrangère parce que ce sont des secteurs qui sont déficitaires et la main-d'œuvre nationale ne se dirige pas vers ces secteurs, donc il faut bien les faire fonctionner. Azouz Begag, dans ces années 90, il y a aussi des grands rapports internationaux, là c'est à l'Économiste que je
m'adresse, qui décrivent au fond les besoins en immigration de l'Europe, à cause notamment du vieillissement de la population. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Les Allemands viennent d'accueillir 1 million de migrants chez eux, là, en 2015-2016. 1 million. C'est pas pour leur faire aimer l'Allemagne et la forêt noire. Hein. C'est parce que les Allemands pensent à l'industrie automobile et à l'industrie de la machine-outil pour les 20 années à venir. Il y a une thématique qui se fait jour au début des années 2000 qui renvoie quand même à cette question, qui est la thématique de l'immigration choisie. Je vous propose de regarder un projet de loi qui est notamment promu par celui qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. On savait déjà Nicolas Sarkozy, partisan d'une immigration choisie. Le ministre de l'Intérieur vient de dévoiler une série de mesures qu'il présentera jeudi en comité interministériel. Son plan prévoit une carte de séjour de 3 ans pour les migrants les plus qualifiés, scientifiques, informaticiens ou artistes. Une carte spéciale sera délivrée aux meilleurs étudiants étrangers. Tous les 3 ans, le Parlement fixera un objectif quantifié de titres de séjour et de visa par catégorie d'immigrants. Alors, Azouz Begag, vous étiez à l'époque ministre délégué à l'égalité des chances. Ça m'énervait, ça. Vous étiez membre de ce gouvernement. Ça m'énervait, là. J'étais complètement opposé à cette politique. C'est un exemple typique de braconnage chez l'électorat du Front National. Et ils ont fait de cette immigration un commerce identitaire qui a fonctionné. Parce que les peurs étaient installées depuis les années 73, évidemment. Caroline Douki, ce type de stratégie éventuelle de sélection des immigrés, ça vous paraît une solution pour sortir, pour établir une politique migratoire ou c'est dérisoire? Moi, je ne sais pas si c'est une solution. Ce qu'on peut dire, d'abord, c'est que ce n'est pas une solution neuve. L'idée de piloter, de fabriquer des flux d'immigrés en fonction de leur qualification remonte au début du XXe siècle et a sans cesse été mis en œuvre ponctuellement en France, aux États-Unis, vous l'avez dit, en Allemagne, etc. Azouz Begag a bien souligné en fait les enjeux, les perspectives politiques, électoralistes aussi qu'il y a derrière. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette politique et la manière dont elle est mise en scène de manière très arrogante est en fait assez inutile parce que qu'est-ce qu'ils croient les immigrés qui sont susceptibles d'entrer dans les catégories choisies, les informaticiens, les scientifiques, les artistes, les intellectuels. En fait, ils sont attirés aussi de la même manière par des politiques d'immigration choisies au même moment, en Allemagne notamment, en Europe. Et donc, ils vont dans les pays qui sont plus accueillants en termes politiques et sociaux. Et donc, les prétendues catégories et quotas que voulait mettre en œuvre le gouvernement Sarkozy, en fait, n'ont jamais été remplis parce que les immigrés qui rentraient dans ces catégories préféraient aller en Allemagne. L'Allemagne, d'ailleurs, qui avait le même type de politique, n'avait pas rempli non plus ses quotas parce que les informaticiens qui venaient, par exemple, d'Inde, etc., préféraient aller aux États-Unis où ils étaient, à l'époque, mieux reçus. D'une phrase chacun, est-ce qu'au fond, l'inégalité énorme de revenus et de niveau de vie qu'il peut y avoir entre le nord et le sud de la Méditerranée ne rend pas ces politiques relativement faibles? C'est évident. En Grèce, le salaire, c'est 600 €. Au Portugal, où je suis resté pendant 2 ans récemment, c'est 500 € le salaire. Mais je parlais encore en descendant plus bas. Justement, volontairement, moi je m'arrête là. Si déjà la seule issue pour les jeunes Portugais et les jeunes Grecs, c'est d'essayer de remonter au nord, d'aller en Allemagne, en Belgique, en Suisse, pour trouver des salaires décents. Imaginez pour les dizaines de millions de jeunes maghrébins, en partant du Maroc jusqu'à l'Égypte, des dizaines de millions qui sont eux, à 100, 200 € par mois et qui n'ont pas de perspective, pas d'avenir. La seule issue, c'est l'exil vers le nord, remonter vers le nord, c'est clair. Donc il n'y a pas de solution, Caroline Douki? En une phrase, hein, vraiment, je suis désolé, on a déjà fait notre temps. En tout cas, il n'y a pas de solution prise de manière nationale, verrouillée sur elle-même. Il y a une solution par la concertation internationale. Et puis surtout, il ne faut pas penser que l'immigration, c'est un objet tout seul. Il faut penser l'immigration aussi en relation avec le commerce international, parce que c'est le commerce international qui met des rapports de force économiques aussi dissymétriques entre le Nord et le Sud.
D'accord, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus dans l'info dans le rétro. Je rappelle vos livres, Azouz Begag, votre dernier roman, Mémoire au soleil, aux éditions du Seuil. Et puis vous, Caroline Douki, ce livre de mélange en l'honneur de Pierre Milza, d'Italie et d'ailleurs, que vous avez publié avec Marie-Claude Blanchaléard, Anne Dulphy et Marianne Matar-Bonucci. Merci beaucoup. Ça va? C'est bien. Mais ça va. Je la connais. Ça va, Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres. L'autre info dans le rétro cette semaine, c'est cet étrange dialogue entre le président de la République et un jeune collégien. Recadrage intentionnel du président, correction, en mode jupitérien. Comment ne pas penser à une autre séquence plus ancienne où un homme politique avait effectivement corrigé un enfant? Quelques enfants se massent autour du candidat. L'image avait été au cœur de la campagne de François Bayrou en 2002. Elle avait donné un coup de pouce au candidat qui avait alors endossé une allure autoritaire. L'image d'Emmanuel Macron aujourd'hui manifeste une correction par le verbe, et c'est le discours qui importe. Il s'agit de montrer qu'il endosse le costume présidentiel et sait défendre les institutions face à une jeunesse tourmentée qui encore il y a peu contestait son autorité à Notre-Dame-des-Landes et surtout dans les universités. Sa durée même prouve le désir de revanche autant que de pédagogie du président. L'image de Bayrou en 2002 exprimait autre chose. Un geste montrait le candidat conservateur n'hésitant pas à passer à l'acte face à un jeune maghrébin, manière peut-être de flatter les préjugés d'une partie de l'électorat populiste. Nul doute qu'aujourd'hui, une telle gifle ne serait pas reçue avec la même magnanimité à l'heure où les violences faites aux enfants sont sévèrement condamnées. Comme chaque semaine, on se quitte avec ces images venues du passé. En 1979, une jeunesse désabusée parlait de son bac. Pour vous, le baccalauréat, ça sert à quoi? Je sais pas si ça sert à grand chose, mais enfin, quand on l'a pas, on n'a rien non plus. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.